Les prouesses des Afro-Égyptiens paraissent incroyables. Il paraît insensé qu'ils aient pu réaliser tout cela à travers le monde, qu'ils aient pu voyager ainsi. On reconnaît sans hésitation leur paternité indiscutable, leur signature nette, certaine, dans toutes leurs réalisations, le maître. Le maître, mais aussi les techniques sophistiquées pour fondre le granit, fabriquer le béton, utiliser la géométrie sacrée et les constantes pi, phi et la coudée royale. Les Égyptiens n'ont pas disparu. Face à la dégradation des conditions climatiques en Égypte, ils vont migrer massivement avec leur savoir en Inde où des centaines de temples vont naître. Il semblerait que les travaux aient été réalisés en collaboration avec la population locale, vu l'ampleur des constructions en Asie. En tout cas, la supervision et la conception architecturale est égyptienne. Les Égyptiens ont tout fait pour garder secret leur savoir. La population locale ne devait pas être au courant. Notre histoire est écrite à partir du récit de quelqu'un qui l'a copié sur le récit de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Ce qui laisse beaucoup à désirer sur la vérité des choses. Or, les Égyptiens n'ont pas laissé des écrits, mais ont signé numériquement partout dans le monde leur construction avec le maître. C'était leur code ADN. L'hypothèse est qu'à ce moment-là, l'apocalypse se produit. Aux alentours de moins 2100 avant Jésus-Christ. Un tremblement de terre très puissant. Le continent au milieu de l'Atlantique, l'Atlantide de Platon s'écroule. Des tsunamis gigantesques s'élèvent. En Amérique centrale, des villes entières sont balayées par les vagues en quelques minutes. L'Égypte entière sera mise à terre par ce tremblement, ce qui a fait tomber les revêtements en granit de la pyramide de Mykérinos. Le papyrus d'Ipuwer décrit un paysage apocalyptique. Toute bonne chose a disparu. Il ne reste pas le noir de l'ongle. La peste s'est abattue sur tout le pays. Il y a du sang partout, le fleuve est de sang, le pays est sans lumière. Partout sur Terre, les vestiges vont s'effondrer, sauf les plus massifs. La planète entière sera ébranlée. Le niveau des océans monte. Les villes côtières sont submergées par les eaux en quelques jours. Les civilisations se remettent petit à petit de ce cataclysme. Thalès de Milet, Pythagore, Platon, Solon, Archimède, Hippocrate et des centaines d'autres séjourneront durant 15 ou 20 ans en Égypte. Non comme des touristes en vacances, mais pour acquérir le savoir au pays des Lumières. Ils rentrent chez eux avec quelques miettes de connaissances qu'ils enseigneront à leur retour en Grèce. Souvenons-nous, Hérodote s'est bien fait balader par les prêtres égyptiens concernant la construction de la pyramide avec des grues. Les Grecs soutireront aux Égyptiens quelques formules sur la fabrication du béton et quelques bases d'architecture pour construire leur premier temple. L'architecture du temple de Djoser, construit 2400 ans plus tôt, sera fidèlement copiée par les Grecs. Le temple d'Athéna, le Parthénon, Erechtheion seront réalisés en béton calcaire. Le marbre sera également coulé et non pas taillé. Ce procédé sera copié plus tard par les Romains. Mais cela ne leur suffisait pas, car les savants égyptiens ne lâchaient pas grand-chose. Il devenait crucial pour les Grecs de mettre la main sur l'Égypte. Tous unis autour d'Alexandre de Macédoine, les Grecs partiront envahir l'Égypte. Après qu'Alexandre ait battu les Perses à Granique, son premier objectif fut d'envahir, non, l'Égypte. Pour les Grecs, Alexandre méritait bien son nom, le Grand. Après sa mort, son meilleur ami Ptolémée s'installera en Égypte comme roi et ne retournera plus jamais en Grèce. C'est comme si le chef du village devenait du jour au lendemain le dirigeant de la Silicon Valley. Telles étaient la Grèce et l'Égypte à cette époque. Ses enfants, ses petits-enfants, des dynasties entières ptoléméennes régneront en Égypte. Il est clair que les Grecs n'avaient pas choisi de s'installer dans le tiers-monde. Les Romains, en s'emparant à leur tour de ce savoir, vont construire leurs villes et leurs empires. On entend parler de ciment et de béton romain, mais avant d'être romain, ce béton était égyptien. Des centaines de temples romains seront rapidement érigés tout autour de la mer Méditerranée. La construction du Colisée dura 10 ans. À l'ouest, le Forum romain fut achevé en 8 ans.
Il aurait fallu au moins 200 ans pour les construire en pierre taillée. On sait reconnaître une pierre coulée grâce à l'insertion d'un objet qui n'a rien à faire là, comme dans l'exemple de la pyramide de Méidum. À Lugdunum, Lyon, se trouve le théâtre antique construit sous le règne d'Auguste. Sur ce site, on voit des blocs en granit, en calcaire et en andésite. Ils sont agencés de manière précise comme à Cusco et comme en Égypte, là où une feuille ne pourrait pas se glisser. Ce sont des minerais agglomérés et coulés en béton géopolymère. Tout au fond, nous trouvons des pierres de l'édifice contenant des morceaux de fer. Ils ont été incorporés tandis que le béton était encore frais. Les Grecs utilisaient une technique semblable. Ils intégraient une armature en fer pour renforcer le béton. Voici Baalbek, dont les immenses pierres font couler tant d'encre. Ces fameuses pierres n'appartiennent pas à des civilisations antérieures lointaines. Les pierres de Baalbek font partie du temple. Elles ont été coulées sur place par les Romains, comme le reste du temple. Elles n'ont pas été taillées, ni déplacées. 600 mètres plus bas se trouve la pierre de la femme enceinte. En dessous et à côté, il y a 2 autres pierres de la même taille en béton de calcaire. Il s'agit des fondations d'un nouveau temple dans la continuité du Baalbek, mais ce projet fut abandonné. C'est bien l'œuvre des Gréco-Romains et non pas celle d'une civilisation disparue il y a 12 000 ans. Tout l'Empire romain sera construit en béton de calcaire. La technique des Égyptiens pour fondre le granit restera secrète pour le grand public. Comme tout le reste de l'Empire, l'Égypte sera pillée à son tour. Après la conquête de l'Égypte, beaucoup d'obélisques égyptiens ont été emmenés en Europe, essentiellement à Rome. Plus tard, ignorant la signification des récits gravés sur des obélisques, ils y posèrent leur croix. Les outils pour extraire et broyer les minerais se développent et deviennent de plus en plus performants. L'ordre des Templiers, soi-disant les gardiens du temple, était en réalité un ordre de bâtisseurs de temples en béton. Ils se soumettront à l'Église après avoir été massacrés en 1312. Les demandes pour faire des églises, des théâtres, des centres culturels, des bâtiments publics et privés deviennent de plus en plus fortes. Les enjeux financiers sont énormes. De nombreuses sociétés de construction en béton voient le jour partout en Europe. Elles s'appellent les Freemasons en Angleterre, les francs-maçons, les compagnons du devoir et d'autres, les maîtres Comanchini. Au fil des siècles, ils se réunissent pour former un seul corps international, les francs-maçons. Ils édictent une règle sacrée. Les plans, les informations, les archives de chaque édifice seront gardées secrètes, cachées au grand public. Ils vont inventer la légende de la pierre taillée pour le commun des mortels. Les minerais pour faire du béton sont extraits plus facilement. La composition des mélanges s'améliore et le processus d'extraction du calcaire, le broyage, la fabrication de la chaux s'industrialise petit à petit. L'Église, donc le Vatican, passera des commandes pour faire des basiliques et des cathédrales et les francs-maçons les construiront en béton. Tout le monde est gagnant. L'Église va propager la légende de la pierre taillée, faite de la souffrance et de la sueur des fidèles. Des milliers de fidèles portés par leur foi immense qui ont taillé des pierres pour la gloire de la Sainte Église. Quand nous visitons ces monuments, nous sommes à la fois émerveillés, mais aussi dubitatifs, avec un sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. En fait, les bâtisseurs n'ont pas autant souffert en taillant des pierres que ce qu'on peut imaginer. Ce ne sont pas des fidèles de l'Église qui les ont construites, mais bel et bien des équipes spécialisées et organisées connaissant l'architecture et le béton. Les francs-maçons coulèrent non seulement du béton pour l'Église, mais aussi pour des rois, des ducs, des comtes, pour différents royaumes, petits ou grands, et toutes sortes d'édifices. Le commanditaire le plus important de l'époque était le Vatican. Une autre manière de distinguer une pierre taillée d'une pierre coulée, c'est l'empreinte du tissu. Les maçons utilisaient des tissus en lin pour que le béton puisse se détacher facilement du coffrage. On trouve ces empreintes dans tous les édifices. Ces marques sont visibles sur les premières assises, c'est-à-dire les premières pierres posées au début de la construction. Parfois, ils faisaient des mélanges avec des coquillages, à la manière des anciens Égyptiens. Le béton coulait à flot partout en Europe et dans le monde. Il suffit d'observer les premières assises des édifices pour comprendre qu'il n'y a jamais eu de pierre taillée. Le béton égyptien n'était pas uniquement utilisé pour les églises, mais pour toutes les infrastructures. De 1700 à 1900 seront réalisées des centaines de cathédrales, des milliers de ponts,
d'immeubles publics et privés dans toutes les villes d'Europe. La basilique de Fourvière à Lyon est un exemple de différents mélanges. Nous trouvons ici toutes sortes de béton, même le granit est coulé. Ne cherchez pas, il n'y a aucun document sur sa réalisation. Le livre touristique dit explicitement que la basilique est réalisée en pierre de taille. Pierre de taille ou pierre taillée, cette subtile différence laisse place à une confusion de langage. Il n'y a aucune photo montrant le transport des pierres ou leur élévation. Nous sommes dans l'ère de l'immobilier et du béton. Parallèlement, il est important de maintenir le mythe de la pierre taillée. Les francs-maçons vont garder ce secret pendant des centaines d'années. Une dernière visite. J'avais entendu dire que la cathédrale de Clermont-Ferrand était construite avec des pierres noires volcaniques taillées, issues des alentours. Je me suis rendu sur place. Après un examen rapide, j'ai constaté que ces pierres avaient également été coulées. J'ai observé les premières assises, les empreintes de tissu. Tout a été coulé. J'ai décidé d'arrêter de chercher des pierres taillées. Il n'y en a pas. Certes, la cathédrale est indiscutablement construite en pierre, mais ce sont des pierres artificielles et non pas des pierres taillées. Ceci est la véritable histoire de la pierre philosophale dont on entend si souvent parler. L'être humain se substitue à la nature en créant sans effort des pierres qui expriment la complexité de la chimie et révèlent les dimensions universelles. Un savoir gardé et transmis discrètement. L'emploi de la géométrie sacrée dans la construction issue du savoir égyptien sera préservé et transmis en secret. Seuls quelques architectes initiés auront le privilège d'y accéder. Les maçons appliqueront l'architecture sacrée et la pensée égyptienne en intégrant les constantes universelles dans tous les édifices. Les architectes des cathédrales vont déployer le mètre, pi, le nombre d'or et la coudée royale. Si on fait des mesures dans les églises et les cathédrales, on retrouve partout ces unités. Pour conclure, les francs-maçons n'ont jamais été des tailleurs de pierre, mais bien un corps de constructeurs, architectes, chimistes et mathématiciens qui utilisaient le béton. Aujourd'hui encore, l'Égypte nègre continue d'être discrètement honorée par les francs-maçons en remerciement de l'immense cadeau reçu de leur part. D'ailleurs, les francs-maçons rendront hommage aux Égyptiens et aux Africains en contribuant à l'abolition de l'une des pratiques les plus honteuses de l'humanité, entretenues par l'Église et les rois, l'esclavage. Ils aideront l'Afrique noire à relever la tête petit à petit. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit bien du plan de temple d'Amon-Ré à Luxor, répliqué avec fidélité au Louvre et dans les jardins des Tuileries en plein cœur de Paris. Pourquoi la civilisation égyptienne a-t-elle disparu? Ils n'ont pas disparu, mais une partie migrera en Inde dans un climat plus doux. Ceux qui sont restés sur place ont préservé le secret de leur savoir, mais leur pacifisme leur a été fatal. Ils n'avaient pas développé d'armée puissante. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qui les rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Du temps, 4 mois par an pour réfléchir et observer. Du temps pour faire de la science.
Qu'est-ce que la science? Quelle est la définition de la science même? La science est expérimentale, vérifiable et visible. Des milliers de livres écrits, proposant chacun une hypothèse pour écarter les Égyptiens et mettre à la place une civilisation extraterrestre, Atlante, astronautes disparus ou des esclaves, c'est de la fiction, de la fantaisie et non pas de la science. Il n'y a aucune preuve pour affirmer l'existence des extraterrestres. Sans jouer avec les mots et avec la sémantique, sans faire de philosophie, le fait de ne pas avoir de preuves scientifiques est déjà une preuve. Depuis des milliers d'années, nous sommes seuls sur la Terre et nous le resterons pour longtemps encore, seuls, face à nous-mêmes. Ces théoriciens de l'ignorance et de l'obscurantisme appartiennent désormais aux poubelles de l'histoire. Les poubelles de l'histoire sont là, pour entreposer ces livres et ces théories. Il ne faut surtout pas les faire disparaître afin que l'humanité puisse se faire sa propre opinion. Croire que le développement et l'intelligence humaine soient venus d'ailleurs, c'est beau, c'est romantique. Nous n'avons pas envie d'être seuls dans l'univers, mais ce n'est pas la vérité. Un mythe disparaît, et plus précisément celui d'une civilisation inconnue. La vérité, c'est que cette civilisation, mystérieuse et grandement développée, est l'Égypte. S'il y a une vérité obscurcie, c'est que cette Égypte est nègre. Ils découvriront l'énergie solaire. Sans l'énergie solaire, il n'y aurait pas eu de pyramide. Les Afro-Égyptiens ont découvert que la Terre était ronde. Et ils ont été les premiers à l'avoir parcourue et explorée de long en large. À chaque fois qu'une civilisation a été mise en contact avec l'Égypte, des temples ont surgi et elle a été propulsée en avant. Un mythe est né, celui de la pierre taillée. L'humanité s'est construite avec du béton et non pas avec de la pierre taillée. L'histoire antique de l'Égypte, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique est à réécrire entièrement. Avant les sculptures de Michel-Ange, il y avait la perfection égyptienne. Vous avez dit le sourire mystérieux de la Joconde? Regardez plutôt le sourire énigmatique de Ramsès II. Vous cherchez les Atlantes? Les voici. Ils sont en Égypte. Avec les tandems chimie et physique, maths et géométrie, l'Égypte nègre a permis de bâtir des temples, des rues, des maisons, des stades, bref, de quoi construire l'humanité. Ils ont posé les piliers de la science, le premier alphabet et son art, la philosophie, la médecine, les religions. Ils sont à l'origine des cultures du monde. Ils ont créé les cultures du monde. C'est cela le plus grand mystère de l'humanité. Là où ils mettaient les pieds pour se reposer, ils bâtissaient un temple et plus tard une ville était née. Posons la bonne question. Devait-on en finir avec le mystère des pyramides entretenues par certains égyptologues? L'Égypte a une tâche importante, celle de préserver le berceau de l'humanité. Il est du devoir de tous les pays de l'aider, car si vous n'avez pas de passé, vous n'aurez pas de futur. Imhotep a été le plus grand scientifique de l'humanité. Et les nègres d'Afrique ont donné leur savoir, la chimie, l'architecture, la géométrie, les mathématiques à tous les autres peuples. Et en retour, qu'a-t-elle reçu en récompense? Des siècles d'esclavage, de souffrance, la misère, les massacres, et ça n'en finit pas. Le pillage et l'insulte envers l'Afrique continuent. Et si enfin on mettait tout en commun? Il est temps que l'humanité grandisse.